Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission du lundi 14 mai 2018 pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine en matière de nouvelles technologies et de télécom pour les professionnels. Et pour décrypter et analyser cette actualité, je suis en compagnie de Guy Hervine, rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, c'était l'événement, la semaine dernière, l'événement, c'était la conférence pour les développeurs de Microsoft, Build 2018, parce que c'est une édition qui est renouvelée chaque année, avec, comme d'habitude, pas mal d'annonces, évidemment techniques, puisque c'est destiné au public de développeurs, notamment autour de la blockchain, si j'ai bien compris, Kubernetes, moi je vous laisse peut-être détailler. Oui, alors effectivement, peut-être juste rappeler le contexte. Donc Microsoft maintenant a normalisé un peu ses conférences au niveau mondial. Donc il y a plein de conférences dans différents pays. En France, il y a eu les Tech Days qui a changé d'appellation depuis 2 ans. C'est Microsoft Experience. Voilà, c'est ça. Donc je l'avais plus en tête, mais on me l'avait signalé. Et donc en fait, au niveau mondial, maintenant c'est clair. Il y a 3 conférences. Donc il y a Build que vous venez de mentionner qui se déroule à la maison, si on peut dire, parce que c'est à Seattle, c'était la semaine dernière. Il y a ensuite Inspire, qui est la conférence des partenaires, donc qui va se tenir à Las Vegas en juillet. C'est ça. Rappelons que Microsoft réalise à peu près plus de 90% de son chiffre d'affaires via les partenaires, donc c'est quelque chose évidemment très très important. Puis en plus clôt son exercice en fin fiscale, en fin Exactement. juin, et alors donc ça tombe assez bien, amusant. Moi j'ai participé un certain nombre de fois. En fait, c'est juste avant la publication réelle des résultats, et donc Microsoft ne peut pas mentionner quoi que ce soit. Et je me souviens de Steve Ballmer qui disait bon, les résultats sont bons, sont plutôt bons, mais en gros on ne pouvait pas dire les vrais chiffres. Et puis il y a la 3e conférence Ignite qui se tiendra à Orlando en septembre, qui elle est orientée plutôt vers les utilisateurs. Donc on couvre les 3 populations, sachant que dans Ignite, on a une petite qui s'appelle Envision, qui est elle plus particulièrement tournée vers les exécutifs, donc les directions générales. Donc on est à très plus stratégique. Voilà. Donc pour en revenir aux annonces de Build, donc effectivement il y a un certain nombre d'annonces, mais on en a retenu 3. Donc il y a effectivement Azure Kubernetes Service, donc qui permet aux développeurs de développer des solutions sans trop se préoccuper de savoir. Donc c'est évidemment c'est avec l'outil Kubernetes de Google, qui est en fait un gestionnaire de conteneurs, un orchestrateur, et donc cet outil permet aux développeurs de développer leurs solutions qui vont s'appuyer sur des containers sans trop se préoccuper de savoir comment tout ça s'organise. Faut juste rappeler un point, il y a quelques jours une société qui a été lancée par 2 Français dont on a déjà parlé, qui s'appelle Datadog, qui a lancé une solution qui s'appelle Container Map, donc pour la supervision des conteneurs. Datadog, c'est une société qui fait de la supervision de services cloud, donc qui a tout un tas de statistiques sur l'évolution des containers. Et donc, à l'occasion de cette annonce, il nous rappelait que la durée de vie d'un container, c'est 1 jour et demi. Donc vous imaginez je ne veux pas dire le bazar que ça peut être quand on a on avait déjà ce phénomène avec la virtualisation, les machines virtuelles, mais c'était à une échelle qui n'a pas de rapport avec les containers. En gros, les containers naissent, vivent et meurent de manière accélérée, c'est le principe des containers, mais il faut quand même suivre tout ça, et donc il faut des orchestrateurs qui soient solides. Donc ça, c'était le premier, sachant que Microsoft a donc fait le lien entre le monde Linux et puis les containers et Kubernetes. Le deuxième type d'outil, c'est en gros, améliorer l'utilisation, rendre plus facile l'utilisation des outils de développement. Visual Studio. Voilà. Donc on connaît Visual Studio, c'est l'outil majeur de Microsoft, depuis un certain nombre d'années déjà. Et donc bon, il y en a d'autres, mais enfin c'est un outil qui est quand même très important. Et donc a annoncé le Visual Studio IntelliCode. Donc en gros c'est de l'injection d'un peu d'intelligence artificielle dans l'outil
pour faire des suggestions aux développeurs, à la fois dans le débugage, dans l'édition de code, etc. Et donc, bon, c'est une évolution qui est relativement naturelle, c'est-à-dire qu'en gros, l'intelligence artificielle peut être utilisée dans quasiment tous les domaines, et là, elle va faciliter, enfin, elle est censée faciliter la vie des développeurs. Il y a un deuxième outil qui est le Visual Studio LiveShare, donc comme son nom le suggère, permet à des développeurs Visual Studio de travailler en collaboration en temps réel. En temps réel. Donc c'est quelque chose qui est à signaler aussi. Et puis il y a donc ça c'était le deuxième paquet, et il y a un troisième paquet qui est des outils, donc c'est Blockchain Workbench, donc c'est en gros je dirais un atelier, alors je ne veux pas dire atelier de génie logiciel parce que ça fait un peu années 90, mais en gros c'est je dirais un ensemble de solutions de développement pour les blockchains. Un framework, on va dire. Voilà, on parle en bon français. Donc trois types d'annonces un peu différentes, et donc sachant qu'on avait parlé il n'y a pas très longtemps, Microsoft s'était distingué avec l'annonce d'une nouvelle version de Windows, mais ça on est dans une autre catégorie de population. Très bien. Alors, puisqu'on parlait de blockchain, Guy, vous me tendez la perche, si je puis dire. Je fais la transition très facilement. Parce qu'il y a un rapport de Gartner qui est tombé la semaine dernière, qui a retenu votre attention, qui est intéressant, puisque effectivement, la blockchain, on en parle beaucoup. Mais ce que souligne Gartner, si j'ai bien compris, c'est que les réalisations concrètes, on les attend encore un petit peu. Oui, alors c'est un peu le principe de, vous vous souvenez de la fameuse courbe du Gartner, le hype cycle. Donc en gros, il l'applique à quasiment toutes les technologies. Et donc l'idée, c'est que en gros, dans un premier temps, il y a beaucoup de mousse. Donc ça monte très fort, mais il n'y a pas beaucoup de réalisation. Et je dirais que dans le domaine de la blockchain, on est peut-être un peu à ce niveau-là, sachant que les solutions proposées, et il y a des réalisations aussi, hein. IBM est très actif dans ce domaine, a fait une annonce récemment avec Walmart en particulier au niveau chinois pour la traçabilité des produits périssables. Donc il y a des applications dans... On avait parlé de Carrefour, hein, je crois. Absolument, dans beaucoup de domaines. Mais là, l'enquête du Gartner auprès des DSI montre que pour l'instant, le nombre de réalisations est extrêmement faible. Il est tellement faible que c'est 1%. Donc c'est quand même, pour l'instant, c'est pas beaucoup. 1%, donc il y a 8% qui ont, on appelle ça soit des expérimentations, soit des projets à court terme. Donc court terme, ça veut dire 6 mois, 1 an. Donc en gros, ça fait un petit peu moins de 10% de gens qui sont impliqués dans la blockchain, sachant qu'à l'inverse, il y a 77% des DSI qui mentionnent soit ne pas être intéressés, donc ça se répartit à peu près moitié-moitié, soit ne pas être intéressé, soit ne pas avoir de projet pour l'instant. À peu près donc sur 77%, c'est quand même assez considérable. Alors, bon, ça ne préjuge pas de l'intérêt, de l'utilité de la blockchain, bien sûr. C'est que, en gros, c'est une technologie qui change pas mal de choses. Est-ce que la vocation est diffusée partout dans les entreprises? C'est pas forcément évident. Voilà, et donc ils interrogent un peu plus les gens qui, donc les fameux 1 et 8%, donc des gens qui soit ont mis déjà en œuvre, soit ont des projets à très court terme, et ces gens-là disent qu'effectivement, les compétences dans le domaine de la blockchain sont encore assez rares, bon, qu'ensuite, si elles existent, il faut être capable de les embaucher et puis de les garder. Et puis, la deuxième idée, c'est que finalement, la blockchain aussi est un élément, alors j'allais dire disruptif, mais perturbateur, qui change à la fois l'organisation et le business model. Donc c'est pas une simple technologie comme ça qu'on pose sur une table, mais c'est quelque chose qui nécessite de repenser complètement l'organisation et les processus. Donc bon, on va pas en tirer de conclusions négatives sur la blockchain, mais enfin en tout cas, c'est pour l'instant la situation. Ça refroidit un peu peut-être les ardeurs Non, alors le Gartner précise bien que c'est pas pour autant qu'il faut pas se... Alors, bon, c'est un
cabinet de conseil. Hein. C'est en gros, ne vous ménage la chèvre et le chou. Voilà, ne vous précipitez pas parce que vous allez essuyer les plâtres et puis faire des choses qui dépensent beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Mais d'un autre côté, c'est pas la peine non plus. Enfin, il vaudrait mieux pas ne pas attendre trop longtemps pour mettre ça en œuvre. Donc bon, ça c'est le conseil un peu générique, mais en tout cas, c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Très bien. Alors, cette semaine, pas de fusion ou d'acquisition au menu, mais on parle quand même un peu de finance, puisque il y a eu la semaine dernière 2 annonces, hein, les annonces des résultats d'IBM et d'Apple. Alors, c'est pas tout à fait, on ne joue pas tout à fait dans la même division en termes de chiffre d'affaires et de résultats. Hein. Quand on pense d'ailleurs à quelques années, c'est assez étonnant. Il y a quand même un élément commun entre les deux, c'est un actionnaire que beaucoup de gens connaissent, qui est Warren Buffett. Et le constat est malheureusement sans appel pour IBM, c'est que Warren Buffett sort d'IBM et se renforce sur Apple. Exactement. Donc Warren Buffett, qu'on surnomme... alors c'était à l'occasion de l'Assemblée Générale de sa société, Berkshire Hathaway, qui, comme on sait, enfin on ne sait pas, se situe à Omaha dans le Nebraska, et donc on le surnomme lui-même l'oracle d'Omaha. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent exactement où se situe le Nebraska, mais enfin peu importe, tout le monde connaît Warren Buffett. Et donc à l'occasion de cette Assemblée Générale, effectivement, il a annoncé que, il s'était retiré complètement d'IBM, donc c'est pas une mince affaire parce qu'il s'était engagé en 2011 sur IBM, il avait acheté pour un peu plus de 10 milliards d'actions, donc c'est pas une somme négligeable, qu'il avait acheté à 170 et aujourd'hui l'action est à 143. Donc, pour le coup, il n'a pas forcément fait de bonnes affaires. Non, parce que entre les 2 périodes, il y a eu une baisse assez régulière, il n'y a pas eu un pic où il aurait pu vendre à un niveau supérieur, donc il a vraisemblablement perdu pas mal d'argent et je suppose qu'il a dit, bon bah maintenant on arrête les frais, on sort d'IBM. Et c'est un peu paradoxal parce que finalement, cette initiative intervient au moment où IBM publie son 2e trimestre qui ne s'inscrit pas dans la baisse historique des 22 trimestres consécutifs de baisse. Donc en monnaie locale... Ça veut peut-être dire quand même, je vous coupe Guy, mais ça veut peut-être dire quand même qu'il n'est pas forcément acheteur du plan de la direction actuelle pour exactement. Revenir, mais je dirais qu'à court terme, IBM c'est plus 5% sur le premier trimestre de l'année en monnaie locale et 0%, donc c'est flat, comme on dit en bon français, par rapport au premier trimestre de l'année 2007, avec la problématique habituelle. Donc, effectivement, Warren Buffett ne croit pas dans le plan de restructuration, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, enfin, plan stratégique d'IBM. À l'inverse, il a indiqué qu'il avait considérablement renforcé sa participation dans Apple, qui publiait également ses résultats, dont on se fait écho depuis un certain temps sur la faiblesse d'Apple parce qu'elle est pas monoproduit, mais en gros, ses résultats sont liés aux ventes de l'iPhone, et l'iPhone, je veux dire, il a beau avoir 10 ans d'âge, bon, même s'il y a eu des générations successives, il fait encore plus de 60% du chiffre d'affaires, et ça marche toujours très bien. Donc Warren Buffett a donc décidé d'investir dans Apple, et il arrive aujourd'hui avec plus de 40 milliards de dollars de portefeuille d'actions d'Apple, donc ça représente quasiment 5%. 5%, ça commence à être un chiffre où on peut peser sur la stratégie de l'entreprise, et il est le 3e actionnaire d'Apple. Donc je pense que ces 2 initiatives montrent un peu je dirais, les directions et puis des 2 entreprises et l'état qu'on peut en faire. Bon, c'est vrai, comme vous le disiez, IBM, pour donner quelques chiffres, IBM c'est 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires et puis à peu près 7 milliards de bénéfices encore, ils gagnent encore pas mal d'argent. IBM c'est plus de 2 fois ça. Apple, vous voulez dire. Apple c'est plus de 2 fois ça, donc c'est vrai que quand on a connu Apple juste après les années 2000, on se dit il s'est passé quelque chose. Très bien, alors on reste, ça c'était pour les semaines passées, pour les semaines à venir on reste dans la finance et la banque, mais alors pour le coup un niveau complètement différent, et on parle de Paylib, qui est une initiative des banques françaises qui vise un peu à concurrencer ce que fait Orange avec Orange Cash ou Apple avec Apple Pay, d'une certaine manière, et une nouvelle initiative de BNP Paribas sur le paiement entre amis, quasiment en temps réel en fait. Oui, et ce que pourraient faire aussi des gens comme Facebook.
C'est-à-dire que Facebook a 2 millions d'amis. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé de Facebook qui se met dans dans le business de la rencontre. Rencontre, bah, il pourrait très bien aussi se mettre dans le business du paiement entre amis. Et donc, c'est exactement... donc, il y a vraiment une réelle menace. Et les banques françaises chacun voulait un peu sa solution dans son coin. Et là, elles ont compris qu'il valait mieux qu'elles s'associent pour avoir une solution standard et qu'ensuite, chacun la propose séparément. Donc, comme vous le disiez, alors l'application s'appelle Paylib entre amis. Alors d'ailleurs, on n'a pas nécessairement besoin d'être amis pour faire des paiements, mais en gros l'idée c'est de dire il suffit que vous ayez un portable, que l'application, donc vous êtes enregistré dans votre application, donc là si vous êtes client BNP Paribas qui est le premier, mais toutes les banques vont suivre, vous vous inscrivez, donc vous donnez le numéro de votre compte, le fameux numéro IBAN à 25 chiffres, là, le truc on ne peut pas se souvenir, et donc ça veut dire qu'on fait une relation biunivoque entre votre numéro de téléphone et puis votre compte en banque. Et une fois que vous avez ça, vous êtes capable d'envoyer une somme d'argent, alors c'est 500 € par jour, à n'importe qui a un compte en banque en France, et vous aussi vous devez avoir un compte en banque en France, et un téléphone portable. Si vous envoyez ça à quelqu'un qui n'est pas référencé sur Paylib, il reçoit un SMS pour lui demander de renseigner son numéro IBAN sur Paylib, et s'il l'a, à ce moment-là, il reçoit un SMS en disant votre gentil ami Gérard vous a envoyé 500 € qui vous devait. Donc c'est une initiative, je dirais, il y a quand même beaucoup de technologie, enfin il y a de la technologie derrière, en particulier tout ce qui est sécurité, parce que là, dès qu'on parle d'argent, c'est quand même très important. Mais c'est une initiative des banques qu'on venait de saluer, parce que je pense qu'elles ont quand même pas mal de soucis à se faire, des GAFA en particulier, qui ont beaucoup d'appétit pour, en gros, dans la chaîne de valeur, se mettre entre le client et puis tous ses fournisseurs. Toutes ces startups qui sont et toutes les startups dans toute la fintech, exactement, sachant que... On en rachète certaines, mais... Effectivement, on avait parlé il y a un certain temps du fait de l'ouverture des comptes bancaires, qui fait que les banques vont être obligées d'ouvrir les informations. Donc le monde de la banque va changer, et ça veut dire que les banques doivent elles aussi changer. Surtout que je me souviens d'avoir vu une étude il y a très peu de temps montrant que les fameux millennials dont on parle, là pour eux, la banque c'est notre téléphone et c'est plus la carte bancaire. Exactement, et puis il y a des pays qui nous précèdent, hein. Alors je crois que c'est la Suède qui a décidé de supprimer le liquide. Les pièces, ouais. Le liquide. Donc ça veut dire que si on supprime ça, les pièces c'est quand même un moyen facile d'acheter son journal, sachant qu'on ne l'achète plus d'ailleurs. Mais son pain. En tout cas, il faut trouver des moyens qui soient relativement simples. Il y a eu la carte sans contact, c'est vrai que bon, ça peut éventuellement poser aussi des problèmes de sécurité, mais la carte sans contact, c'est quand même un moyen très très facile même d'acheter sa baguette de pain. Alors qu'avant, acheter une baguette de pain en entrant son code et tout, ça paraît complètement... Donc il faut vraiment trouver l'équivalent dans le domaine numérique de moyens de paiement qui soient aussi simples. Très bien, écoutez, un sujet sur lequel on aura sûrement l'occasion de revenir. Donc ça c'était pour, j'allais dire, la partie traditionnelle de nos commentaires. Et on conclut cette fois-ci sur un coup de chapeau, on peut dire, hein. Et on parle de sécurité, puisqu'il y avait une compétition, je ne sais pas si c'est le mot qui convient d'ailleurs, mais en tout cas, un exercice plutôt, hein, en matière de cyberdéfense autour des pays membres de l'OTAN, mais pas seulement, hein, de l'OTAN, pardon. Et l'équipe française s'est distinguée, si j'aime bien. Oui, alors effectivement, c'est pas la première édition, ça existe depuis quelques années. Et donc, 2010, je crois. Hein. 2010, c'est ça, exactement. Et donc chaque année, alors on pourrait appeler ça la Coupe du Monde de la cybersécurité, mais enfin, on n'est pas dans la mythologie footballistique. En gros, chaque année, ils font, comme vous disiez, c'est plus l'idée d'exercice, mais c'est quand même des équipes qui représentent les nations, et puis l'OTAN a sa propre nation, a sa propre équipe. Et donc cette compétition s'appelle Locked Shields, donc bon, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Et effectivement, l'équipe française était constituée
donc de spécialistes de l'ANSSI, donc l'Agence nationale sécurité des systèmes d'information, et puis de techniciens aussi, de spécialistes du ministère de la Défense. Donc, et cette équipe est arrivée en deuxième position, juste derrière l'équipe de l'OTAN. Donc, ce qui nous rassure d'ailleurs sur les capacités de l'OTAN à se défendre. Donc c'est un beau résultat, et on voulait le saluer pour montrer le niveau de qualité de nos ingénieurs français qui est démontré une fois de plus. Eh bien, merci Guy, on conclura sur cette note positive et ces encouragements pour nos équipes de sécurité. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. A très bientôt, merci.